La maison était calme ce matin-là, comme elle l'était presque toujours avant l'arrivée de la tempête. Je me tenais dans la cuisine, un café chaud à la main, observant les rayons du soleil qui filtraient à travers les rideaux en dentelle. La routine quotidienne me réconfortait, mais au fond de moi, je sentais une tension imperceptible qui flottait dans l'air. Cela avait commencé comme un simple malaise, un frémissement à peine perceptible dans les silences partagés avec mon mari, mais aujourd'hui, cette sensation devenait plus palpable. J'étais la maîtresse de la maison, ou du moins c'est ce que je croyais. Chaque matin, je m'efforçais de rendre tout impeccable. L'odeur du pain grillé se mêlait à celle du café, et le bruit des tasses qui s'entrechoquaient semblait résonner d'une douceur familière. Mais, au fond, tout cela me semblait comme une routine figée dans le temps. La perfection que j'essayais d'atteindre n'était pas pour moi, mais pour lui. Et lui, mon mari, était rarement satisfait. Ce matin-là, il était de mauvaise humeur. Il ne m'avait pas adressé un seul regard en entrant dans la pièce. « Range vite et sans traîner », m'avait-il ordonné d'un ton sec, les yeux rivés sur son téléphone. Je vais recevoir quelqu'un d'important. Je ne savais pas qui venait, ni pourquoi c'était si crucial que la maison soit parfaite, mais cela m'importait peu. C'était sa façon de me diriger, de me rappeler que je n'étais qu'un accessoire dans sa vie. Je m'étais exécuté sans un mot. Rangez ici, astiquez là, tout doit briller. Je le faisais toujours avec un sourire nerveux, attendant patiemment qu'il me remarque, qu'il me dise quelque chose de gentil. Mais ça n'arrivait jamais. Mon mari, Jacques, était un homme ambitieux, obsédé par sa carrière et par l'image qu'il projetait. Tout ce qui n'était pas utile à sa réussite semblait secondaire. Moi, ses enfants, notre vie commune, tout cela ne comptait que dans la mesure où cela servait ses intérêts. 3 heures plus tard, je m'étais occupé des derniers détails, comme d'habitude. L'ordre dans lequel il m'avait dicté les tâches avait été suivi à la lettre. J'avais eu l'impression de perdre une partie de moi-même dans cette frénésie. J'étais une machine, un automate, accomplissant des tâches sans poser de questions. Mais même dans ce vide apparent, quelque chose bouillonnait en moi, un sentiment qui grandissait à chaque fois que je le voyais rentrer à la maison avec un sourire triomphant et un regard fuyant. Je n'avais pas eu le temps de m'arrêter, de réfléchir à tout ce que je subissais. Mon attention s'était concentrée uniquement sur ce qui devait être fait, sur la perfection qu'il attendait de moi. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose dans l'air, une sensation de malaise qui m'enveloppait. C'est alors qu'elle est arrivée. Je l'ai vue entrer sans un bruit. Elle avait l'air parfaite. Ses cheveux bruns, lisses, étaient soigneusement coiffés, son maquillage délicat, mais pas trop lourd. Elle portait une robe rouge, simple, mais élégante, qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Elle n'avait pas l'air nerveuse, ni mal à l'aise. En la voyant, je me suis sentie minuscule, insignifiante. Et, pourtant, tout en elle était une déclaration silencieuse. Elle n'avait pas besoin de dire un mot pour que je comprenne qu'elle était là pour prendre ma place. « Ah, salut, c'est toi », lança Jacques en la voyant entrer. Il s'était levé de son fauteuil et l'avait accueillie avec une poignée de main familière, presque trop intime. Mais ce n'était pas cette scène qui m'avait frappé, ce n'était pas sa façon de l'accueillir. C'était le regard qu'il m'avait lancé, ce regard glacé, celui d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait, mais qui ne voulait pas que je le sache. Elle s'était installée dans le salon sans une parole, presque comme si elle était chez elle. Et, pendant ce temps, moi, je restais là, figée, incapable de bouger. Je voulais hurler, fuir, mais je n'avais même pas la force de protester. Jacques n'avait pas dit un mot sur sa présence. J'avais vu les indices, les petits détails qui avaient traversé mon esprit ces derniers mois. Les absences, les appels furtifs, les excuses étranges, mais je n'avais jamais voulu les affronter. Pourtant, là, face à elle, j'avais pris conscience de l'impensable. Heureusement qu'elle a nettoyé, je suis allergique à la poussière. Les mots de la maîtresse, comme une flèche, s'étaient enfoncés dans ma peau. Cette phrase, insignifiante en apparence, résumait tout. Elle m'humiliait de la manière la plus cruelle qui soit. Jacques ne l'avait même pas regardée, il avait ri, et tous deux avaient échangé des regards complices. Tout à coup, j'étais invisible. Je n'étais plus qu'une simple servante, un décor de plus dans leur petite scène. Mais cette humiliation me réchauffait de colère.
Je suis resté calme. Calme, mais intérieurement, je bouillonnais. Je me suis dirigé vers le téléphone, et d'un geste furtif, j'ai composé un numéro que je connaissais bien. 40 minutes plus tard, j'allais m'effondrer de rire, non pas parce que la situation était drôle, mais parce que la vérité éclaterait en plein jour. Pendant qu'ils continuaient à parler de choses et d'autres, comme si rien ne s'était passé, je leur envoyais un message. Ce message serait la clé de tout. Les mots ne sortaient plus de ma bouche, mais à l'intérieur, tout se précipitait. Le silence qui régnait dans la pièce, à cet instant précis, m'enveloppait. Il y avait cette certitude en moi, cette certitude de savoir que cette mascarade allait prendre fin. Le matin suivant, tout semblait être revenu à la normale, du moins en apparence. Jacques était déjà parti pour une réunion importante, comme d'habitude, et moi, je me retrouvais seule à la maison. Le silence était lourd, oppressant, comme une chape de plomb qui m'écrasait chaque fois qu'il n'était pas là. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé dans mon regard. J'étais éveillée d'une manière nouvelle, non pas par la lumière, mais par la vérité qui commençait lentement à percer l'épaisse brume de mes illusions. Je n'avais pas dormi. Les images de la veille tournaient sans cesse dans ma tête. Le visage de la maîtresse, son regard assuré, m'était resté gravé dans l'esprit. Ces mots se répétaient dans ma tête comme un mantra dévastateur. Heureusement qu'elle a nettoyé. Cette phrase m'avait frappé de plein fouet. Mais, au-delà des mots, ce qui m'avait le plus déstabilisé, c'était la façon dont Jacques l'avait accueilli. Sans gêne. Sans honte. Comme si tout était normal, comme si je n'étais qu'une simple spectatrice dans sa vie. La réalité de sa trahison m'était tombée dessus, comme une vague déchaînée, engloutissant tout sur son passage. Et pourtant, je n'avais pas eu la force de crier. De pleurer. Non, j'étais restée calme, une froideur glaciale m'envahissant. Mais à l'intérieur, c'était un tourbillon. Un tourbillon de colère, de déception et de doute. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu me laisser entraîner dans cette spirale de mensonges et de trahison? Quand Jacques est revenu ce soir-là, il n'a pas changé son attitude. Il était comme d'habitude, distant, absorbé par son téléphone, indifférent à tout ce qui se passait autour de lui. Mais moi, je le regardais différemment. Ses gestes, ses paroles, tout semblait maintenant peser lourdement sur mes épaules. Je me suis surprise à l'observer avec un regard critique, cherchant chaque petit détail qui pourrait trahir ses intentions. Il avait l'air fatigué, mais il souriait souvent, un sourire artificiel, comme s'il jouait un rôle dans une pièce qu'il ne maîtrisait pas entièrement. Je savais maintenant que tout ce qu'il faisait n'était que façade, un masque qu'il portait pour dissimuler ses véritables désirs. À peine rentré, il m'a lancé d'un ton brusque. « J'ai besoin que tu prépares le dîner ce soir. C'est important, il faut que ce soit parfait. » Il n'avait pas pris la peine de me regarder, ses yeux restaient rivés sur l'écran de son téléphone, comme si j'étais une ombre, une simple présence dans la pièce. Mais j'étais bien plus que cela. Je n'étais pas une ombre. Je n'étais pas un meuble. Je n'étais plus celle qu'il avait cru qu'il pouvait manipuler à sa guise. En le regardant, je sentais en moi une colère sourde, une rage qui montait en moi, prête à exploser. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis rendue à la cuisine, la gorge serrée. J'ai préparé le dîner comme il l'avait demandé, mais chaque mouvement que je faisais semblait être dicté par un enchaînement de pensées sombres. C'était un acte mécanique, dépourvu de tout sentiment. Comme une machine qui accomplit ses tâches sans réflexion. Je me sentais aussi vide qu'un vase sans âme. Pendant qu'il dînait, il ne m'a même pas regardé. Il m'a à peine adressé la parole. Les bribes de conversation qu'il échangeait avec moi étaient superficielles, comme des miettes qu'il me lançait de loin. J'étais là, assise en face de lui, mais il ne me voyait pas. Il ne m'entendait pas. Dans ses yeux, je n'étais plus qu'un rôle à jouer, une fonction à remplir. J'étais un décor dans sa vie bien réglée. Mais tout a changé lorsque, dans un moment d'inattention, mon mari a laissé son téléphone posé sur la table, face contre la surface. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un regard furtif. C'est là que j'ai vu le message. Il était simple, mais lourd de sens. Un message qu'il n'avait pas voulu que je voie. Elle est trop bonne, elle ne se doute de rien. Ce soir, chez nous?
J'ai senti mon cœur s'arrêter pendant une fraction de seconde. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Chaque syllabe avait une résonance sourde dans ma poitrine. L'angoisse m'a envahi. Ce n'était pas juste une infidélité passagère, une erreur ponctuelle. Non, c'était un jeu de manipulation, une vie parallèle qu'il avait construite en dehors de moi. Il m'avait menti tous les jours, me faisant croire que j'étais la seule, que je comptais. Mais à chaque mensonge, il me détruisait un peu plus, érodant les bases de tout ce que j'avais cru. La confiance, la fidélité, l'amour, tout cela n'était qu'une illusion qu'il avait soigneusement tissée autour de moi pour me garder prisonnière de ses attentes et de son contrôle. Je suis restée là, pétrifiée, les yeux fixés sur cet écran. Le silence entre nous deux était devenu lourd, insupportable. Jacques n'avait même pas remarqué ma réaction. Il n'avait pas vu le vide dans mes yeux, le froid dans ma voix quand je lui ai demandé, d'une manière calme et distante, « Qui est-elle, Jacques ?» Il a levé les yeux, visiblement surpris, mais il n'a pas réagi tout de suite. Pendant un moment, il m'a simplement regardé, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. Puis, lentement, il a reposé son téléphone et m'a souri d'un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. C'était un sourire faux, un sourire qui n'avait aucune chaleur, aucune sincérité. Tu sais bien que tu n'as rien à craindre. C'est juste, une amie. Ce mensonge, cet affront, m'a frappé. Mais au lieu de m'effondrer, quelque chose a changé en moi. C'était comme si une lumière venait de s'allumer dans mon esprit, dissipant les ténèbres qui me tenaient prisonnière depuis si longtemps. Je savais, à cet instant précis, que je n'étais plus la même. J'étais consciente de la manipulation. Je savais maintenant qu'il me contrôlait, qu'il me tenait par des fils invisibles, tissés patiemment au fil des années. Il m'avait vue comme une simple femme de ménage, une simple épouse qui devait être obéissante et silencieuse. Mais je n'étais plus cette femme. J'étais prête à lui rendre ce qu'il m'avait pris. Et plus que cela, j'étais prête à lui faire face. Le lendemain, il y avait quelque chose dans l'air, une tension qui ne cessait d'augmenter. Le comportement de Jacques, bien que toujours superficiellement charmant, était désormais insupportable. Il était plus distant que jamais, mais son indifférence n'avait plus le même pouvoir sur moi. J'avais ouvert les yeux, et il était trop tard pour reculer. À chaque geste, chaque parole qu'il prononçait, je sentais son mépris et sa manipulation se glisser dans chaque fibre de mon être. Mais je n'étais plus la femme qui obéissait docilement. Non, cette fois-ci, c'était moi qui tenais les rênes. Ce matin-là, il m'avait demandé de l'accompagner à un déjeuner d'affaires, comme si rien n'était arrivé. Comme si tout allait bien dans notre monde parfait. Mais je savais. Je savais ce qu'il faisait, et je savais qu'il n'avait aucun scrupule. Il m'avait fait sortir de la maison, m'avait habillée comme si j'étais un accessoire à exhiber. Il aimait me voir dans des robes élégantes, mais il ne me voyait plus comme une femme, juste comme un objet décoratif. Le restaurant était bondé, animé par des voix et des éclats de rire. L'ambiance était feutrée, et la lumière tamisée donnait à la scène un air presque irréel, comme si nous étions tous les personnages d'une pièce de théâtre. Jacques était assis en face de moi, discutant avec des collègues et des partenaires d'affaires, mais je me sentais soudainement étrangère à tout cela. Je n'étais qu'une ombre, une silhouette silencieuse parmi des inconnus, un simple figurant dans sa mise en scène de réussite. Le repas se déroulait lentement, chaque plat étant plus raffiné que le précédent. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je sentais mon esprit se noyer dans un océan de pensées. Il m'avait oublié, m'avait laissé de côté, comme d'habitude. Il m'avait bien dit quelques mots à peine, des phrases vides de sens, comme pour me donner l'illusion qu'il m'incluait dans sa vie. Mais il n'y avait plus rien de réel dans ses paroles. Il n'y avait plus que de la froideur, de la distance. Et puis elle est entrée. La maîtresse. C'était comme si le temps s'était figé. Elle portait une robe d'une simplicité déconcertante, mais qui mettait en valeur chaque courbe de son corps. Ses cheveux, lisses et brillants, semblaient capturer la lumière de la pièce, et son sourire était celui d'une personne qui savait exactement ce qu'elle voulait. Tout chez elle semblait naturel, à l'aise, alors que moi, je me sentais comme un imposteur dans ma propre vie. Elle s'était dirigée droit vers notre table, sans aucune hésitation, sans aucun signe de gêne. Jacques s'était levé et l'avait accueillie d'une accolade chaleureuse,
un geste qu'il m'avait réservé dans d'autres temps, mais qui n'avait plus de sens aujourd'hui. Il l'avait présenté à ses partenaires comme une amie, une collègue d'affaires, mais j'avais vu dans son regard qu'il ne faisait plus aucune distinction. Elle faisait partie de sa vie, tout simplement. Et moi, je n'étais plus rien. La conversation s'était poursuivie, et je me sentais de plus en plus invisible. Ils parlaient d'un projet en commun, de leurs futurs investissements, de leur prochain voyage d'affaires. J'étais là, simplement là, attendant qu'ils me regardent, qu'ils me reconnaissent à nouveau. Mais ils ne me voyaient pas. Chaque mot qu'ils prononçaient à l'adresse de cette femme me brisait un peu plus. Chaque rire, chaque sourire qu'ils lui offraient me rappelait combien j'étais devenue insignifiante à ses yeux. Elle s'était assise à côté de lui, et j'avais senti la gêne s'installer lentement dans mon cœur. J'avais toujours cru que je pouvais lui plaire, que j'étais celle qui comptait, mais aujourd'hui je n'étais plus que l'ombre d'une femme qu'il avait autrefois aimée. C'était comme si j'étais une vieille photo qu'il avait mise de côté pour se concentrer sur la nouvelle, plus lumineuse, plus séduisante. Elle avait la voix douce, mais ses mots avaient des accents de supériorité. Elle riait de ses blagues, écoutait ses histoires avec une admiration feinte. Et moi, je me sentais minuscule à chaque instant. Comment avait-il pu me faire ça? Comment avait-il pu me trahir de cette manière et s'afficher ouvertement avec elle? Je ne pouvais plus supporter cette situation. Je voulais m'en aller, tout quitter, tout effacer, mais quelque chose en moi m'en empêchait. Une sorte de douleur sourde, profonde, me retenait. Et pourtant, à cet instant, je savais que je ne pouvais plus rester là, comme une spectatrice muette. Quand le dessert arriva, la conversation sembla s'intensifier. Jacques me lança quelques regards furtifs, mais il n'y avait plus rien de sincère dans ses yeux. Il me détestait, ou du moins, il détestait la femme que j'étais devenue à ses côtés. Je n'étais plus une complice, plus une partenaire, plus un être humain avec des émotions. J'étais un objet qui occupait un espace dans sa vie, un espace qu'il n'avait plus envie de remplir. La maîtresse, elle, ne s'encombrait pas de ses faux-semblants. Elle riait librement, jetant des regards appuyés à Jacques, lui effleurant la main comme si nous n'étions pas là, comme si j'étais invisible. Et moi, je le devenais, petit à petit. Je m'effaçais devant eux, je m'éteignais. Chaque sourire qu'il lui offrait était une flèche dans mon cœur. Finalement, le déjeuner s'acheva. Jacques et la maîtresse échangèrent un regard furtif, puis il se tourna vers moi, comme s'il venait de se souvenir de ma présence. Il me dit d'un ton distrait, « Tu viens ? On doit rentrer. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai observés tous les deux, eux qui pensaient que j'étais trop naïve pour comprendre. Je sentais que j'étais à un tournant, à un moment crucial où je devais décider si j'allais encore me laisser faire ou si j'allais enfin reprendre le contrôle de ma propre vie. Quand je me suis levée, j'ai senti les regards des autres autour de nous. Les partenaires d'affaires de Jacques nous regardaient, échangeaient des sourires en coin, comme si tout était normal. Mais tout n'était pas normal. Rien ne l'était. Je n'étais plus la même. Je suis sortie du restaurant en silence, marchant d'un pas lent. Jacques me suivait, mais il ne m'adressait aucune parole. Nous étions deux étrangers l'un pour l'autre, deux vies parallèles qui ne se croisaient plus. Et tandis que je marchais dans la rue, une pensée s'imposa à moi, je savais maintenant que je ne pouvais plus ignorer la vérité. Jacques ne m'aimait plus. Il ne m'avait jamais aimé comme je l'avais cru. Et il était temps que je cesse d'être la femme qu'il manipulait et commençais à redevenir celle que je voulais être. Je n'avais plus peur. Le silence qui régnait dans la maison était devenu plus lourd, plus oppressant. Chaque pièce semblait me rappeler l'absence d'une vie réelle, la froideur de ce que je croyais être une famille. Jacques ne rentrait plus à l'heure, et lorsqu'il le faisait, il semblait de plus en plus absent. Ses excuses, d'abord un peu pleines de promesses, étaient devenues de simples formules qu'il répétait sans y croire. Les jours se succédaient, et je me retrouvais seule à supporter le poids de cette existence que j'avais construite, mais qui n'était plus la mienne. J'avais cessé de l'attendre. C'était un changement subtil, mais palpable. L'attente avait disparu, comme si j'avais pris une décision sans même m'en rendre compte. Le regard que je portais sur lui, sur notre vie, s'était transformé. J'avais cessé de voir en lui l'homme que j'avais épousé. Il était devenu l'incarnation même de la trahison, un acteur jouant son rôle avec un talent que je n'avais jamais voulu voir.
C'était un miroir brisé que j'avais devant les yeux, et il ne reflétait plus qu'une version déformée de la réalité. L'angoisse, la colère, l'amertume, tout cela se mélangeait en moi comme une mer déchaînée. Mais une part de moi, une part que je ne connaissais pas, se levait. Elle émergeait de plus en plus, me poussant à m'affirmer. À ne plus me contenter de l'obscurité dans laquelle j'étais enfermée. Un soir, alors que nous dînions ensemble, je remarquai qu'il avait encore cette distance dans ses gestes, cette froideur dans ses paroles. Il me racontait des histoires de son travail, des choses qui ne m'intéressaient plus. Il avait cessé de me voir comme une partenaire. Il m'avait réduite à un rôle secondaire, comme une simple spectatrice dans son monde. Ce dîner était devenu un rituel, un échange de banalités sans saveur. Nous mangions côte à côte, mais nous étions plus éloignés que jamais. Il me parlait de sa maîtresse sans même s'en rendre compte, comme si c'était devenu une évidence, une chose normale, une partie intégrante de sa vie. J'entendis son nom, à plusieurs reprises, se glisser dans ses conversations, comme si c'était moi qui étais invisible. Comme si j'étais une simple ombre qui se tenait là, dans cette pièce, et qui n'avait aucun droit à la parole. Mais ce soir-là, quelque chose se brisa en moi. Je le regardais, et je sentais cette rage, cette colère monter en moi comme une vague prête à engloutir tout sur son passage. Je ne pouvais plus le supporter. Je ne pouvais plus accepter d'être l'accessoire dans sa vie. Ce que j'avais cru être de l'amour n'était en réalité qu'une prison dorée, une illusion qu'il m'avait faite croire pour mieux me contrôler. Il m'avait utilisé, manipulé. Et moi, je l'avais laissé faire. Tout à coup, une pensée traversa mon esprit, claire et précise, il était temps que je prenne le contrôle. Il était temps que je me libère de cette vie que j'avais construite autour de lui, de cette image de femme parfaite, soumise à ses désirs et à ses règles. Il était temps que je me redécouvre, que je me rende compte que j'étais plus que ce qu'il voulait que je sois. Je me levai brusquement de la table, mon cœur battant à tout rompre. Jacques me regarda, surpris par mon geste, mais je n'allais pas me laisser faire. Je n'allais pas lui accorder le droit de me faire sentir encore plus petite, encore plus insignifiante. Je ne peux plus continuer comme ça, dis-je d'une voix ferme. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais je l'arrêtai d'un geste. Tu m'as trahi. Tu m'as utilisé. Et maintenant, je vais te montrer que je ne suis pas celle que tu crois. Le regard qu'il posa sur moi n'était plus celui d'un homme amoureux, mais celui d'un homme qui réalisait qu'il avait perdu son emprise. Il était déstabilisé, mais il n'osait pas le montrer. Il chercha à me convaincre, à me manipuler, comme il l'avait toujours fait. Il me dit qu'il avait fait des erreurs, qu'il m'aimait toujours, qu'il voulait que tout redevienne comme avant. Mais je savais. Je savais que ces mots étaient vides. Je savais qu'il n'avait pas changé, que ses promesses étaient des illusions qu'il me jetait pour tenter de me faire revenir à lui. Je le laissai parler. Je n'avais plus de patience pour ces paroles vides. Le temps que je passais à l'écouter était désormais du temps perdu. J'avais enfin compris que les promesses de changement ne valaient rien tant qu'ils ne changeaient pas réellement. Et il ne voulait pas changer. Il voulait simplement reprendre le contrôle, me faire revenir dans son jeu. Je sortis de la pièce sans un mot de plus. Mon esprit était clair, ma décision prise. J'allais quitter cet homme, cette vie, ce mensonge. Il ne m'avait pas vu, il ne m'avait jamais vu pour ce que j'étais. Je n'étais pas une simple épouse soumise. J'étais une femme forte, et je comptais bien lui prouver cela. Les jours suivants furent une période de transformation. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans cette maison, à respirer cet air vicié de mensonges et de trahison. Je pris des mesures. Je commençais à organiser ma vie sans lui. Chaque petit geste, chaque mouvement que je faisais, était une affirmation de mon indépendance. Je commençais à redevenir celle que j'avais été avant de le rencontrer, avant qu'il ne m'efface. Le départ de la maison fut un moment étrange, presque irréel. Je laissais derrière moi des souvenirs, des années de ma vie, mais je savais que c'était nécessaire. Je savais que si je voulais me reconstruire, il fallait que je me sépare de tout cela. Il me restait à comprendre qui j'étais vraiment, à me réinventer. Mais je savais que j'étais capable de le faire. Quand je partis, je n'eus aucune émotion de regret, seulement un sentiment de libération. Les pièces de cette maison, autrefois un refuge, étaient désormais un fardeau que je devais laisser derrière moi.
J'étais prête à commencer une nouvelle vie. Une vie où je ne serais plus l'ombre de quelqu'un, mais où je serais enfin moi-même. Je n'avais plus de doute. Il pleuvait ce jour-là, une pluie fine qui battait les fenêtres avec une régularité presque hypnotique. J'avais quitté la maison, mais je n'étais pas encore prête à partir totalement. Tout ce que j'avais pris avec moi, c'était quelques vêtements, des souvenirs égarés, et une détermination qui brûlait plus fort que jamais. Je n'avais pas encore trouvé où aller, mais peu importait. L'important, c'était que je n'étais plus sous son emprise. J'étais libre. Les premiers jours furent les plus difficiles. Le vide laissé par Jacques était immense, non pas parce que je le désirais encore, mais parce que cette absence me rappelait tout ce que j'avais perdu dans cette relation. Je marchais dans les rues, parfois sans but, parfois avec l'envie de tout effacer. Chaque coin de rue semblait me donner une nouvelle perspective sur ma propre vie. Mais chaque pas que je faisais m'éloignait de lui, et chaque souffle que je prenais me rapprochait de ce que je devais devenir. Au début, je n'avais pas l'intention de revenir à la maison, mais la réalité de la situation me rattrapa. Il m'avait suivi. Il m'avait appelé, m'avait envoyé des messages, comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, je n'étais plus vulnérable. Cette fois, j'avais vu la vérité sous toutes ses formes. Et la vérité, c'était que Jacques ne me connaissait plus, qu'il ne connaissait jamais la personne que j'étais devenue. Il m'avait perdu, et je n'avais aucune intention de lui donner une autre chance. Il m'avait écrit qu'il voulait qu'on parle. Qu'il avait pris conscience de ses erreurs. Qu'il était prêt à changer. Mais je savais mieux. Je savais que ce n'étaient que des mots, des promesses vides de sens. Il ne pouvait pas me sauver, pas maintenant. Il m'avait détruite, mais j'étais plus forte que ce qu'il avait essayé de faire de moi. Je n'avais pas vu cela avant. Avant, je l'aimais encore, et mes rêves étaient de le sauver. Mais les rêves sont souvent des illusions. Il ne m'aimait pas. Il m'avait simplement utilisé, manipulé, me faisant croire que j'étais indispensable à sa vie. Et maintenant, il était temps de réparer ce que j'avais perdu, non pas pour lui, mais pour moi-même. Je n'avais pas encore trouvé la force de tout lui dire. De lui dire que tout était fini. Il n'y avait pas de retour possible. Mais, peu à peu, mes émotions se clarifiaient. Je savais que le moment viendrait. Je savais que je finirais par lui faire face, par lui dire la vérité, sans crainte. Je devais juste attendre que le courage soit suffisant. Le téléphone sonna. C'était lui. Je pris une profonde inspiration, la première que j'avais prise depuis que je l'avais quitté. Je n'avais pas vu son nom sur l'écran, mais je savais que c'était lui. J'avais déjà préparé une réponse dans ma tête, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait suivre. Il me dit qu'il avait changé. Il me dit que tout ce qu'il avait fait, c'était pour me protéger, pour que je sois heureuse. Mais ces mots, ces mêmes mots que j'avais entendus 1000 fois, n'avaient plus d'impact. Ils étaient devenus creux, vides de toute signification. Il avait bien remarqué le vide dans ma voix. Il savait que je ne lui appartenais plus. Mais il ne comprenait pas, et c'était là toute la différence. Il me croyait encore prise dans le filet de ses mensonges. Il pensait que j'étais toujours cette femme prête à tout pour lui. Mais il se trompait. Je suis désolée, lui dis-je enfin, après une longue pause. Je ne peux plus continuer comme ça. Ce n'est plus possible. Il n'y eut pas de cris, pas de colère, pas de reproches. Juste cette vérité, froide, mais définitive. Je savais que ce serait la dernière fois que j'aurais ce genre de conversation avec lui. J'étais prête à le laisser partir définitivement. À ne plus jamais lui donner l'opportunité de m'humilier à nouveau. Je sentais la peur s'emparer de lui, mais je ne la laissais pas me toucher. C'était ma libération, pas la sienne. Il tenta de me convaincre, bien sûr. Il me dit que tout pouvait être réparé. Qu'il ferait tout pour me prouver qu'il était sincère. Mais je savais que tout ça n'était que des mots. Et les mots n'avaient plus de poids. Le passé n'avait plus de pouvoir sur moi. Tu m'as fait perdre tout ce que j'avais en moi, lui répondis-je calmement, et je ne reviendrai pas. La conversation s'éteignit dans un silence lourd, mais ce silence n'était pas oppressant pour moi. C'était un silence libérateur. Il n'y avait plus de poids sur mes épaules. Je n'avais plus de chaîne. Et,
Même si je savais que ce ne serait pas facile, même si je savais que cette séparation n'était pas encore totalement terminée, je savais que j'avais franchi une étape importante. Les jours suivants furent comme un brouillard. Je n'avais plus de maison. Je n'avais plus de place. Mais, en même temps, je commençais à me reconstruire. Je cherchais un endroit où vivre, loin de ce passé, loin de ce monde. Je ne voulais plus être la femme que j'avais été. J'étais prête à tout recommencer. C'était douloureux, oui, mais nécessaire. Je vivais de petites victoires, chaque jour qui passait sans lui, chaque moment où je me sentais un peu plus forte. J'avais renoué avec des amis, des personnes que j'avais négligées pendant trop longtemps. J'avais recommencé à faire des choses que j'avais oubliées, comme lire, écrire, m'occuper de moi. J'avais retrouvé le plaisir de vivre, et, à travers tout cela, j'avais compris que je n'avais jamais cessé de m'aimer. Je l'avais juste oublié. Mais je ne l'oublierai plus. Je n'avais pas encore de réponse à toutes mes questions. Mais je savais que, pour la première fois depuis longtemps, je vivais pour moi. Je n'étais plus là pour combler les vides de quelqu'un d'autre. Et ça faisait toute la différence. Les jours s'étaient allongés, et l'air semblait plus léger, mais toujours imprégné d'une sorte de tension sourde, comme un nuage suspendu juste au-dessus de ma tête. Chaque matin, je me réveillais dans un petit appartement que j'avais trouvé avec peine, un endroit simple mais suffisant pour moi. Les murs étaient nus, les fenêtres ouvertes sur la rue bruyante, mais il y avait cette sensation nouvelle de liberté, de pouvoir respirer sans être oppressé. Et pourtant, une part de moi, la plus fragile, se retrouvait constamment à se demander si j'avais fait le bon choix. C'était un paradoxe étrange, un mélange de soulagement et de doute, de certitude et d'incertitude. Je savais que ma décision était juste, que j'avais fait ce qu'il fallait, mais il y avait toujours ce vide que je ne pouvais pas ignorer. Un vide créé par des années de manipulation, de dépendance émotionnelle, un vide que je savais devoir remplir seul. Je sortais souvent le matin, errant sans but précis, juste pour prendre l'air. Je n'étais plus la femme qui attendait que Jacques rentre à la maison, ou que la journée soit ponctuée de ses exigences. Maintenant, j'étais celle qui décidait, celle qui avançait sans avoir à se justifier. Pourtant, il y avait des moments où le poids du passé revenait en force, comme une vague qui ne cesse de revenir frapper la rive. Un jour, alors que je flânais dans un marché local, je le vis. Jacques. C'était un simple instant, un moment où nos regards se croisèrent brièvement au détour d'un étal, mais ce fut suffisant pour que tout mon corps se fige, pour que l'air autour de moi devienne soudainement plus lourd. Il était là, au milieu de la foule, comme si rien n'avait changé, comme si tout allait bien dans sa vie. Il avait l'air bien, plus que je ne l'avais vu depuis longtemps, et il était avec elle. La maîtresse. Ils riaient ensemble, marchant côte à côte, insouciants. Elle portait cette robe rouge, celle que j'avais vue pour la première fois à l'hôtel, celle qu'elle portait toujours quand elle était avec lui. Tout en elle était une affirmation silencieuse. Tout en moi était un cri sourd. Je voulais m'éloigner, fuir, mais mes jambes restaient clouées au sol, comme si je ne pouvais pas bouger. Il me sembla que le temps s'était arrêté. Dans cette seconde, je n'étais plus la femme que je croyais être. J'étais redevenue l'épouse trahie, celle qui avait été humiliée, celle qui avait passé des années à espérer. Mais ce n'était plus moi. C'était l'ancienne version de moi, la femme fragile qui lui avait permis de me briser. Ils ne m'avaient pas remarqué. Ils étaient trop absorbés l'un par l'autre, comme une paire de fous amoureux, dans une bulle qui ne m'incluait plus. Je ne savais pas si je devais être en colère ou triste, ou si je devais simplement tourner les talons et m'en aller. Je me suis forcée à respirer profondément. Ce n'était plus mon problème. Cela ne m'appartenait plus. Je suis partie, sans regarder en arrière, mais la scène était encore gravée dans ma tête. Le visage de Jacques, la façon dont il me l'avait volé sans même s'en rendre compte. Le pire, c'est que je n'éprouvais plus de douleur, ni de colère. Juste un immense vide. Un vide que je savais, maintenant, devoir combler de mes propres mains, de mes propres rêves. Les jours suivants furent marqués par une forme de calme étrange. Je m'étais éloignée, certes, mais une petite voix au fond de moi n'arrivait pas à éteindre la colère que j'avais laissée derrière moi. Je passais beaucoup de temps seule, m'interrogeant sur ce qui me restait, ce qui me permettrait de me reconstruire. Le silence de cet appartement me pesait parfois.
J'avais l'impression de m'être enfermée dans un espace clos, de ne plus savoir comment ouvrir la porte et m'en sortir. La solitude était ma compagne, mais elle me poussait à regarder en moi-même, à fouiller chaque recoin de mes pensées, chaque parcelle de mes émotions. Un soir, alors que je rentrais de mon travail, je trouvai un message. Un message de Jacques. Il était bref, mais il disait tout. Je te comprends. Je sais que je t'ai perdu, et je suis désolé. Mais tu es toujours la personne la plus importante pour moi. Je n'avais pas besoin de lire le reste pour savoir ce qu'il voulait dire. C'était toujours la même chose. Il me suppliait, il me demandait pardon, il espérait une réconciliation, une sorte de retour à la normalité. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Revenir à une vie de mensonges et de trahison? Revenir à un rôle que j'avais joué pendant trop longtemps? Revenir à une fausse normalité qui ne m'avait jamais fait sentir vivante? Je n'avais plus de place pour lui. Je l'avais quitté parce que j'avais compris qu'il ne serait jamais celui que je voulais qu'il soit. Qu'il serait toujours ce même homme qui se cachait derrière ses promesses et ses excuses. Il n'avait jamais pris la peine de me voir pour qui j'étais réellement. Il ne m'avait vu que sous l'angle de ses attentes et de ses désirs. Il n'avait jamais voulu voir que j'étais bien plus que la femme qu'il pensait contrôler. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis restée là, regardant le téléphone, me demandant si je devais encore chercher une excuse pour l'ignorer, pour le laisser partir définitivement de ma vie. Mais la vérité, la seule vérité qui m'avait guidée jusque-là, c'était que je n'étais plus la femme qu'il croyait. Je n'étais plus celle qui attendait son retour, celle qui espérait un changement impossible. Je n'étais plus là pour combler un vide en lui. Ce vide, je devais maintenant le combler en moi-même. Quand je lui répondis, ce fut simple et direct. Tu m'as perdu. Et il n'y a plus de retour possible. Je suis passée à autre chose. Ce n'était pas une phrase pleine de haine, ni de regret. C'était une phrase pleine de vérité. Une vérité que j'avais longtemps refusé d'accepter, mais que j'avais finalement acceptée. Il n'a jamais répondu. Et je savais, au fond de moi, que cela marquait la fin de cette partie de ma vie. La fin de mon attente. La fin de mes rêves brisés. Ce n'était plus de la douleur. C'était de l'acier, dur et froid, mais pur. Et cette pureté, cette vérité, était la seule chose dont j'avais besoin pour avancer. Il était temps que je prenne ma vie en main. Il était temps que je me réinvente. Les jours qui suivirent ma décision de couper les ponts avec Jacques étaient étrangement remplis d'une sorte de calme plat. Le monde autour de moi semblait avoir ralenti, comme si le temps lui-même prenait une pause pour me permettre de m'adapter à ma nouvelle réalité. Je m'étais libérée, mais je n'avais pas encore trouvé de certitude sur ce que serait ma vie. Pour l'instant, j'étais dans une phase de transition, où tout semblait à la fois possible et incertain. Le silence, d'abord pesant, commença à se transformer en quelque chose de plus supportable, de plus supporté. J'avais cessé de me juger, de me remettre en question. J'avais cessé de chercher des réponses là où il n'y en avait pas. Jacques était désormais un souvenir, une silhouette floue derrière moi, et j'étais décidée à ne plus regarder en arrière. Mais cette décision n'était pas aussi simple. Il y avait des moments où la réalité me rattrapait, où le vide laissé par sa présence semblait plus grand que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Je me levais chaque matin avec l'idée d'occuper mon esprit, de le remplir de nouvelles expériences. Il fallait que je me redécouvre, que je redonne un sens à ma vie sans lui. Le travail, la routine, la vie quotidienne reprenaient le dessus, mais ce n'était jamais simple. Il y avait des jours où l'angoisse m'envahissait, des moments où je me sentais terriblement seule. Je n'avais jamais été seule auparavant, du moins pas dans le sens où je l'étais maintenant. La solitude était une amie indésirable mais nécessaire. Il y eut des jours où je me demandais ce que j'aurais dû faire différemment. Des moments de doute où je me disais que j'avais peut-être agi trop vite, que j'avais peut-être brûlé des ponts qui ne pouvaient pas être réparés. Et pourtant, en y réfléchissant, je savais que ma décision était la seule issue possible. Jacques ne me comprenait plus, ne me voyait plus pour ce que j'étais devenue. Il me voulait toujours à sa manière, celle d'une femme docile et soumise à ses exigences. Mais je n'étais plus cette femme-là. Je m'étais reconstruite en dehors de son ombre, en dehors de son emprise. Un samedi matin, quelques semaines après notre dernière rencontre, je me suis levée tôt. Il pleuvait dehors,
mais ce n'était pas la pluie qui m'intéressait. C'était l'odeur du matin, cette sensation particulière qu'on ressent quand on se réveille dans un lieu qui vous est à la fois étranger et familier. Mon appartement, petit et modeste, avait une chaleur qui m'était devenue réconfortante. C'était mon chez-moi. Et ce matin-là, je sentais que quelque chose avait changé. J'avais trouvé une sorte de paix intérieure, une stabilité que je n'avais pas connue depuis des années. Je pris une décision, il était temps de tourner une page encore plus radicale. Il fallait que je me libère de tout, même des souvenirs qui, paradoxalement, me retenaient encore. Je commençais à faire un tri, à jeter tout ce qui appartenait à Jacques, des objets, des lettres, des photos. Ce n'était pas facile, mais chaque geste me rapprochait de ma guérison. Chaque objet que je jetais était un poids en moins. Le simple fait de me débarrasser de ces choses me permettait de me sentir plus légère, de me libérer du passé qui me retenait encore. Une après-midi, je me suis rendue à un café du coin. C'était un endroit que je fréquentais de temps en temps pour lire ou écrire. J'étais assise à une table, seule, en train de feuilleter un livre quand une voix familière m'a interrompue. En levant les yeux, je l'ai vu. Jacques. Il était là, debout devant moi, le visage légèrement tendu, presque embarrassé. Il n'avait pas changé. Il portait encore ce même sourire, celui qu'il avait l'habitude de m'offrir lorsqu'il voulait obtenir quelque chose de moi. Mais cette fois, il n'y avait plus de pouvoir dans ce sourire. Il avait cette lueur d'incertitude dans les yeux, comme s'il savait déjà que la situation avait changé à jamais. Je ne voulais pas t'embêter, dit-il, les mains légèrement tremblantes. Je voulais juste te dire que je suis désolé, vraiment. Je sais que j'ai tout gâché, mais je ne sais pas comment réparer tout ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement observé son visage. Il semblait sincère, mais cette sincérité n'avait plus de place dans ma vie. Il n'y avait plus de place pour ses excuses. Plus de place pour ses regrets. Tout ce qu'il pouvait me dire n'effacerait pas les années de mensonges, de manipulation et de trahison. Je n'ai pas eu besoin de lui dire que je ne voulais plus le voir. Il le savait déjà. Je n'avais pas besoin de crier, de pleurer, de lui faire des reproches. La vérité était simple, il m'avait perdu. Et, dans une certaine mesure, je l'avais aussi perdu. Il m'a regardé une dernière fois, d'un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'y avait plus de colère, plus de frustration. Il y avait juste un vide. Il avait compris que tout était fini. Que je n'étais plus la femme qu'il avait connue. Il m'a dit au revoir, puis est parti, sans un mot de plus. Je suis restée là, dans ce café, un instant, en silence. Une partie de moi avait l'impression que le monde s'était soudainement vidé de sens, comme si quelque chose d'important s'était brisé entre nous. Mais une autre partie, plus forte, savait que c'était un soulagement. Il n'y avait plus de retour possible. La boucle était bouclée. Les jours qui suivirent furent remplis de nouvelles petites victoires. Je n'étais plus cette femme perdue dans ses rêves de réconciliation. Je n'étais plus dépendante de son amour, de ses promesses vides. Je vivais pour moi. J'avais appris à m'aimer, à me respecter. C'était difficile, mais je savais que c'était le seul chemin vers la guérison. Peu à peu, je retrouvais une confiance en moi que j'avais perdue depuis trop longtemps. J'avais commencé à travailler sur moi-même, à explorer des passions que j'avais mises de côté. Je me retrouvais avec des amis, des personnes qui me soutenaient et qui m'aidaient à avancer. Je n'étais plus seule. Mais il restait encore une question qui persistait dans mon esprit, et maintenant, que faire? Je ne savais pas encore. Mais j'avais pris conscience d'une chose, je ne dépendais plus de lui. Je n'étais plus là pour réparer ce qui avait été brisé. Je n'étais plus là pour lui. J'étais là pour moi. Et c'était suffisant. Le vent soufflait fort ce jour-là, un vent froid qui emportait avec lui la poussière de la rue. Mais pour moi, il n'y avait pas de froid. Je m'étais redécouverte, retrouvée dans un monde que je ne reconnaissais plus, mais que j'apprenais à aimer. La liberté, aussi effrayante qu'elle ait pu être au début, était devenue un parfum familier, une sensation de renouveau, de renaissance. Tout ce que j'avais traversé, toute cette douleur, m'avait mené jusqu'ici, et cette étape de ma vie me semblait plus belle que tout ce que j'avais imaginé. Le mois qui suivit la rencontre fortuite avec Jacques fut marqué par une paix fragile, mais persistante.
J'avais fait des choix. Des choix difficiles, mais des choix qui m'appartenaient. Je savais que les ombres de mon passé, celles que j'avais laissées derrière moi, continueraient à me hanter de temps en temps. Mais désormais, elles n'avaient plus le pouvoir de me faire tomber. Je n'étais plus cette femme fragile, celle qui se laisse dominer par les décisions des autres. Non, je m'étais reconstruite. Et chaque petit pas, chaque petite victoire me rapprochait d'une version de moi-même que je commençais tout juste à connaître. Il y avait des moments, des éclats de mémoire, des souvenirs douloureux qui revenaient brusquement. Jacques. Sa voix, son rire, l'éclat dans ses yeux quand il me disait des mots d'amour, des mots qui n'étaient que des mensonges. Je fermais les yeux, et ces images me frappaient de plein fouet. Mais je savais maintenant comment gérer cette douleur. Je savais qu'il fallait la regarder en face, lui donner la place qu'elle méritait, mais ne jamais la laisser diriger ma vie à nouveau. Un jour, en me promenant dans le parc, je rencontrai une vieille amie que je n'avais pas vue depuis des années. Nous nous sommes assises sur un banc, et elle m'a regardée comme si elle me voyait vraiment, comme si elle voyait la femme que je devenais. Elle m'a dit, « Tu as changé, mais pour le mieux. » Ces mots m'ont frappé plus que je ne l'avais imaginé. J'avais changé, et ce n'était pas un changement dicté par la peur ou la douleur, mais un changement qui venait de l'intérieur, un changement que j'avais choisi. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie fière de ce que j'étais devenue. Les jours passaient, et je me retrouvais, petit à petit, à aimer ma propre compagnie. La solitude n'était plus un fardeau, mais une opportunité. Une opportunité de me découvrir, de m'écouter, de comprendre qui j'étais réellement. Chaque livre que je lisais, chaque activité que je faisais, chaque silence dans lequel je m'enfermais me permettait de m'approcher un peu plus de la femme que j'avais toujours voulu être. Le temps était mon allié, et il m'apportait des réponses auxquelles je n'avais pas pensé. Il y avait bien sûr des jours de doute, des jours où l'incertitude me faisait vaciller. Mais j'avais appris à accepter ces moments. J'avais appris à leur donner leur place sans leur permettre de m'envahir. Je savais que chaque épreuve était un test, un moyen de grandir, et qu'il n'y avait pas de chemin facile. Il n'y avait que des étapes. Et chacune d'entre elles me rapprochait de cette version de moi-même que j'avais toujours portée en moi, mais que j'avais oubliée pendant trop d'années. Puis, un matin, je reçus un message. C'était de Jacques. Un message court, mais lourd de sens. Je te respecte. Je veux que tu sois heureuse. C'était tout. Ces quelques mots étaient différents des excuses habituelles, des mots qui ne signifiaient rien. C'était simple, sans détour, sans attente. Il avait compris. Je ne savais pas si cela venait d'un véritable changement de sa part, ou s'il avait simplement accepté que nous étions deux personnes qui ne pouvaient plus se comprendre. Mais peu importe. Cela n'avait plus d'importance. Ce message n'avait aucun pouvoir sur moi. Il n'était qu'un autre chapitre du passé, un chapitre que je fermais définitivement. Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà répondu à toutes ces questions, à toutes ces tentatives de réconciliation, par mes actions, par mon silence. Le plus beau dans cette histoire, c'était que je n'avais plus besoin de lui pour me sentir entière. Je n'avais plus besoin de son approbation, de ses excuses, de ses promesses. J'étais devenue la seule personne capable de se donner ce dont elle avait besoin. Ce soir-là, je me suis assise devant ma fenêtre, une tasse de thé à la main, observant les lumières de la ville. Je n'étais plus cette femme qui se sentait perdue, abandonnée. J'avais retrouvé mon équilibre, mon calme intérieur. La nuit était tombée, et avec elle, une douce paix. Il n'y avait plus de bruit dans ma tête, plus de confusion. Il n'y avait que cette certitude que je m'étais libérée, que je m'étais trouvée. Je n'avais pas tout compris, je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais prête à l'affronter. Et peu importe ce qu'il arriverait, j'avais l'impression que le monde s'ouvrait à moi d'une manière nouvelle, d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Le vent extérieur continuait de souffler, mais en moi, tout était calme. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Dans les mois qui suivirent, je commençais à voir ma vie sous un nouveau jour. J'avais retrouvé une confiance en moi que je croyais perdue à jamais. L'amour que j'avais pour moi-même, même s'il n'était pas encore parfait, avait commencé à fleurir. Je savais que je n'étais pas seule. Que j'avais des amis, une famille qui m'aimait, et surtout, que je m'aimais moi-même. C'était suffisant pour continuer,
pour avancer. Je n'étais plus dépendante de l'idée d'un amour extérieur pour me valider. J'avais compris que l'amour véritable venait de l'intérieur. Et c'était cela, ma véritable victoire. La victoire sur moi-même.